Chers spectateurs, bienvenue à Africafé. Aujourd'hui, on va discuter de l'intelligence artificielle en Afrique, son contexte, ses enjeux et ses perspectives. Mais avant, faisons un tour d'horizon express. L'intelligence artificielle induira des changements fondamentaux dans la manière dont les individus vivent, travaillent et interagissent, et engendrera des transformations socio-économiques et culturelles profondes en Afrique. Si les gouvernements parviennent à relever les défis posés par l'IA, celle-ci peut devenir un moteur de croissance, de développement et de démocratisation. Elle offre le potentiel d'accroître la productivité dans les secteurs clés du développement africain, tels que l'agriculture, les soins de santé, les services financiers et les services publics. L'IA peut également contribuer à résoudre des problèmes répandus dans le continent, tels que la réduction de la pauvreté, l'amélioration de l'éducation, la fourniture de soins de santé, l'éradication des maladies, la réponse aux défis de développement durable, la satisfaction de la demande croissante en alimentation d'une population à forte croissance et la promotion de l'insertion sociale. Cependant, surmonter les obstacles nécessite des réponses stratégiques. La question de la régulation jouera ainsi un rôle crucial, soulignant l'impératif du développement d'un cadre juridique spécifique aux réalités africaines. Dr Abdeslam Jaldi, vous êtes spécialiste senior en relations internationales au Policy Center for the New South. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Hamza et merci pour votre aimable invitation. Ces derniers temps, l'intelligence artificielle a vraiment émergé comme un enjeu important au niveau global, un enjeu économique, mais aussi un enjeu géopolitique. L'Afrique semble comme à la périphérie de ces enjeux-là. Pouvez-vous nous parler des dispositions de droit international concernant la régulation de l'intelligence artificielle? À vrai dire, Hamza, il n'existe pas encore un test international qui cadre tous les contours de l'intelligence artificielle. Cependant, son autonomie de plus en plus grandissante, et notamment son impact sur nos vies quotidiennes, allait pousser petit à petit et progressivement la communauté internationale à prendre conscience d'un enjeu de taille, qui est celui, comme vous l'avez bien évidemment souligné, celui de la régulation. C'est dans cette perspective que l'UNESCO a amorcé une réflexion sur le sujet. Une réflexion qui s'est traduite en fin novembre 2021 par l'adoption du cadre éthique de l'UNESCO sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Un test qui, de mon point de vue personnel, me paraît inédit de par son ampleur, mais réduit quant à sa portée réelle. Inédit pourquoi? Parce que le test en question incorpore un bon nombre de principes juridiques fondamentaux, le principe de la neutralité du web par exemple, le principe de la proportionnalité, qui impose au juge un devoir de vérifier que toute forme d'atteinte à un droit fondamental n'est pas disproportionnée, ou encore le principe de la précaution, qui permet de réorienter le poids de la responsabilité vers les épaules du créateur de l'algorithme, ou encore la proscription de toute forme de surveillance de masse ou notation sociale. Cependant, ce test, quoi qu'il est inédit par son ampleur, demeure réduit quant à sa portée réelle, pour la simple raison qu'il s'agit simplement de recommandations. Les recommandations, du point de vue du droit international, sont dépourvues de tout caractère juridique contraignant, à l'exemple des traités ou bien des conventions internationales. C'est-à-dire que leur application dépend du bon vouloir des États. Néanmoins, le cadre éthique sur l'intelligence artificielle UNESCO demeure jusqu'à présent l'unique accord mondial qui ambitionne de réglementer l'usage des technologies de l'intelligence artificielle. Il avait notamment inspiré d'autres ordres juridiques à emboîter le pas à l'UNESCO. Le cas éventuellement de l'Union européenne qui avait adopté l'European Union Artificial Intelligence Act qui entrera en vigueur en 2025. Un test qui insiste d'une part sur le besoin de classifier les systèmes de l'intelligence artificielle selon les risques qui font peser sur l'exercice de libertés individuelles et droits fondamentaux, et d'autre part sur la nécessité d'établir un marché unique des données favorisant la libre circulation des données dans l'ordre juridique européen, tout en respectant les lois européennes relatives à la concurrence et à la protection de données personnelles, ou encore en Afrique, avec le lancement lors de l'exposition GITEX qui avait eu lieu à Marrakech en juin dernier, des travaux relatifs à la codification de la charte africaine de l'intelligence artificielle, qui aspire à doter l'Afrique d'un cadre juridique favorable au développement des technologies de l'intelligence artificielle, tout en encadrant les risques juridiques et éthiques qui peuvent résulter de l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Si on parle de l'Afrique maintenant, quel est votre point de vue sur l'état
de l'implémentation de l'intelligence artificielle dans le continent? Je pense que les technologies de l'intelligence artificielle ont le potentiel de rendre l'Afrique plus productive et plus efficace. D'une part, en accélérant l'industrialisation de l'Afrique, que l'industrialisation est le secteur dont dépendra l'émergence de l'Afrique. Aussi, de parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'on sait que l'Afrique est le continent qui encaisse de plein fouet les effets du phénomène des changements climatiques, et encore de contribuer aux opérations de peace building and peacekeeping operations, c'est-à-dire les opérations de maintien de la paix et de rétablissement de la paix, notamment lorsqu'on prend en compte l'ampleur des enjeux sécuritaires qui submergent le continent africain. Après, d'après le Global Government Artificial Intelligence Readiness Index, il y a 5 pays où la révolution à intelligence artificielle avait connu une poussée significative, voire une avancée décisive en Afrique. Il s'agit successivement de l'île Maurice qui occupe dans le rapport en question, c'est la 57e place, suivi de l'Égypte qui occupe la 65e place, ensuite l'Afrique du Sud qui occupe la 68e place, la Tunisie qui occupe la 70e place, et en fin de compte le Maroc qui occupe la 88e place. Ces pays ont obtenu de bons scores pour respect du critère de la gouvernance qui implique le besoin de se doter de stratégies nationales relatives au déploiement de l'intelligence artificielle, aussi de stratégies qui portent sur la protection des données personnelles, d'un cadre juridique favorable à la cybersécurité et aussi à la généralisation des outils numériques. Sur le plan institutionnel, on notera avec intérêt le fait que l'Union africaine a adopté en coopération, en partenariat avec Smart Cities, l'Africa Blueprint. L'Africa Blueprint qui aspire d'une part à faire de l'intelligence artificielle de manière générale et de la 4e révolution industrielle de manière spéciale le moteur de la nouvelle stratégie de développement du continent africain, et d'autre part d'asseoir la souveraineté numérique du continent africain. C'est dans ces perspectives que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui siège à Bangkok avait adopté la résolution 553 qui invite les pays africains et également les organisations africaines continentales et régionales à se doter de cadres juridiques tout en limitant les problèmes relatifs à la Big Brother. Au niveau régional, on notera aussi avec intérêt l'adoption dans le cadre des communautés économiques régionales de la loi type dans le cadre de la CEDEAO, de la loi type relative à la protection des données personnelles en 2010. Aussi au niveau de la SADC, d'une loi similaire, ça a été sur la protection des données personnelles en 2012. Et aussi un projet de loi dans le cadre de la communauté des États d'Afrique de l'Est sur la réglementation de la cybersecurity. Quand on parle des opportunités, bien sûr, on parle aussi des risques. Quels sont les risques? Personnellement, Hamza, je pense que les technologies de l'intelligence artificielle dans le contexte africain comportent 4 types de dangers potentiels. D'abord, les biais. Comme tout le monde le sait, les technologies de l'intelligence artificielle sont façonnées par des algorithmes qui sont eux-mêmes construits grâce à des bases de données. Or, force est de constater que ces données sont dans la quasi-totalité des cas peu inclusives, voire discriminantes. À titre d'exemple, en ce qui concerne la fracture numérique entre les pays du Nord et les pays du Sud pose d'importantes distorsions en ce qui concerne le collecte de données. L'impression qui se dégage est qu'une intelligence artificielle biaisée est peu représentative des pratiques culturelles dans l'ensemble leur diversité. Deuxième limite, c'est les droits de l'homme et ce qui est les droits fondamentaux. À vrai dire, l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle a été encouragée par le caractère neutre de ces technologies. Tout à l'heure, j'avais parlé du principe de la neutralité du web. Cependant, il ne faut pas oublier que mal contrôlées ou utilisées à des effets néfastes, ces technologies peuvent avoir des conséquences franchement inquiétantes. Et ces perspectives deviennent de plus en plus préoccupantes lorsqu'on prend en compte la capacité d'apprentissage automatique de la machine. Troisième limite, ça porte sur l'environnement. À vrai dire, effectivement, les technologies de l'intelligence artificielle permettent à l'Afrique de mieux appréhender le phénomène des changements climatiques. Cependant, son utilisation peut être dangereuse pour l'environnement. D'après l'UNESCO, à titre d'exemple, l'extraction des données consomme 10% de l'énergie mondiale et dans l'horizon 2025, ça
peut consommer jusqu'à 20% de l'énergie mondiale, ce qui peut porter préjudice aux efforts de l'Afrique en ce qui concerne bien évidemment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en ce qui concerne le respect de ses obligations en vertu du programme des Nations Unies sur le développement durable, le UN Sustainable Development. Et quatrième et dernier point, ça porte sur la dichotomie croissance économique-emploi, du surcroît aggravé par les questions de la réglementation. Je dis ça pourquoi? Parce que d'après un rapport qui a été publié récemment par le Fonds monétaire international, ce dernier avait insisté que les technologies de l'intelligence artificielle peuvent davantage accroître l'écart entre les pays riches et les pays pauvres, dans la mesure où ça devra réorienter les investissements vers les pays du Nord où l'automatisation est déjà établie. C'est pourquoi le Fonds monétaire international, dans le cadre de ce rapport-là, avait vivement encouragé les pays africains à revoir leur structure de production tout en favorisant l'éducation numérique auprès de la jeunesse africaine. Pour conclure, et je pense que ça c'est le point le plus important, c'est comment les pays africains peuvent-ils répondre à ce défi qui est l'intelligence artificielle? Une question intéressante, Hamza. Je pense qu'au fur et à mesure que l'Afrique s'aventure dans un univers qui est déterritorialisé, la question de la régulation doit s'appuyer sur des principes juridiques bien définis et sur des formes de régulation bien établies. De mon point de vue personnel, il est important de prendre en compte 6 éléments. Le premier élément, c'est les droits numériques. Les droits numériques qui font référence à l'ensemble des droits qui ont émergé en réponse aux questions qui sont liées à l'essor du numérique et qui sont souvent considérés par les internationalistes comme des droits fondamentaux autonomes. C'est le cas de la liberté d'opinion numérique, la liberté d'expression numérique, la liberté d'entreprendre numérique qui suppose aujourd'hui une existence juridique. Cependant, pour d'autres catégories de droits, les droits numériques génèrent des risques auxquels le législateur doit obligatoirement parier. C'est le cas, par exemple, du droit commercial numérique, du droit à la propriété intellectuelle, notamment du droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, qui constitue l'exemple typique des risques dont l'ampleur ne cesse de croître grâce au développement de l'Internet et des technologies de l'intelligence artificielle, d'où le besoin d'amorcer une réflexion sur ce sujet, sur la question des droits numériques, en vue d'asseoir ce qu'on appelle en droit un ordre public numérique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il est important que chaque citoyen africain puisse être assuré d'une voie de recours effective afin de faire valoir ses droits au cas d'un préjudice qui lui a été causé par une technologie de l'intelligence artificielle. En France, on parle par exemple du principe du référé à liberté qui permet aux tribunaux de se déclarer compétents si 3 éléments sont réunis. D'une part, justifier d'une urgence, montrer ensuite que la liberté fondamentale est en jeu, et troisièmement et surtout que cette violation de ce droit de liberté est grave et manifestement illégale. Troisième point, c'est qu'il est important de renforcer la transparence des algorithmes en recourant à ce qu'on appelle la crypto-ingénierie. La crypto-ingénierie, c'est la science qui permet de décrypter le comportement de la machine et des technologies de l'intelligence artificielle, ce qui nous ramène au quatrième point, celui de la responsabilité, c'est-à-dire l'obligation de réparer un préjudice qui a été causé par une technologie de l'intelligence artificielle. De mon point de vue personnel sur ce point, Hamza, on ne peut pas imputer aux technologies de l'intelligence artificielle la responsabilité d'un préjudice qu'elles ont causé, pour la simple raison que l'intelligence artificielle est une chose immatérielle qui est dépourvue de patrimoine d'une personnalité juridique, d'un patrimoine. C'est pourquoi il me paraît plus approprié d'imputer la responsabilité aux concepteurs, à l'utilisateur, aux fabricants, qui s'extirpent inexorablement derrière la machine. Cinquième point, je pense qu'il est important de favoriser les mécanismes extrajudiciaires des règlements différents dans tout ce qui est relatif au contentieux numérique. Je dis ça parce que généralement, les juges des tribunaux ne disposent pas d'une expertise juridique conséquente leur permettant de trancher des litiges relatifs au contentieux numérique, d'où le besoin de favoriser ces mécanismes extrajudiciaires, à l'exemple la médiation, de la conciliation et l'arbitrage, qui, outre que l'expertise, présentent d'autres avantages, le cas de la rapidité, le coût ou encore le choix de la loi applicable. Et en fin de compte, favoriser l'éducation numérique lorsqu'on sait que 60% de la population que 60% de la population africaine ne dispose pas d'une éducation numérique et d'une éducation aux technologies de l'intelligence artificielle. Docteur Gehaldi, notre discussion touche à sa fin. Merci d'avoir partagé vos perspectives sur le sujet.
C'est moi qui vous remercie, Hamza. Et chers spectateurs, si vous voulez plus d'informations sur le sujet, veuillez scanner le code QR ou cliquer sur le lien dans la description ci-dessous. Nous apprécions votre audience et à bientôt pour un nouvel épisode d'Afrique Café.